Bienvenue sur Fleur d'Avocat, je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, c'est le grand retour de la province et j'ai le plaisir d'accueillir Maître Aurélien Bourdier, qui est avocat depuis 2010 et qui exerce au barreau de Poitiers après avoir commencé sa carrière à Grenoble. Aurélien est un pénaliste, il fait principalement du droit pénal. Il m'a été recommandé par Anne Ducluseau, que je remercie. Et ce qui est assez amusant, c'est que j'ai fait une autre interview à Poitiers, en l'occurrence d'une avocate, pénaliste également. Et elle m'a dit beaucoup de bien d'Aurélien. Elle m'a notamment dit qu'il fallait des pénalistes comme lui, des avocats qui osent tout en audience, qui disent, qui rentrent dans l'art. Et après coup, je trouve ça assez chouette, je trouve qu'il ressort finalement de cette interview beaucoup d'humilité, puisque on a parlé un petit peu de ses déboires d'audience, mais avec beaucoup de discrétion, et voilà, sur le reste, c'est une interview qui est pleine d'humilité, donc j'espère qu'elle vous plaira. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont laissé des avis ces derniers temps. Il y a notamment Poétique Justique, Anna Avry, Lassie Lange, Anne-Sara Malville, Flora BL ou encore Sofiane83. Un grand merci pour vos avis sur iTunes qui aident le podcast à gagner en visibilité et à être connu par toujours plus de monde. Ça me fait très plaisir. Avant de lancer l'épisode, je dois aussi présenter mes plus plates excuses auprès de maître Camille Maugan, dont j'ai encore une fois écorché le nom de famille, puisque j'ai fait référence à son interview sur Fleur d'Avocat en disant Camille Mangon, et c'est bien Camille Maugan. Depuis, elle m'a expliqué un moyen mémotechnique pour m'en souvenir. Elle qui est fan de littérature, elle m'a expliqué que c'était mots comme les mots et gants comme, j'ai même oublié le comme, je me souviens juste des mots. Bref, peu importe. Toutes mes excuses Camille. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Aurélien Bourdier. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Mais c'est un plaisir. Alors Aurélien, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat. Alors, paradoxalement, c'est à la fois un vrai hasard, mais à la réflexion, je ne vois pas trop ce que j'aurais pu faire d'autre. Pourquoi un hasard ? Parce que j'ai eu envie d'à peu près tout faire quand j'étais gamin puis adolescent, archéologue, agent secret, détective privé, et puis des choses moins glamour, type ingénieur, avec tout le respect que j'ai pour cette profession, un peu plus tard. Enfin, j'ai voulu faire beaucoup de choses, mais avocat, c'est quelque chose qui m'a effleuré très tard l'esprit. J'étais très loin de tout ça. Moi, je suis issu d'ailleurs d'un milieu ouvrier. J'avais pas d'avocat dans mon entourage, ni dans l'entourage de mes parents. Le seul rapport que j'avais eu avec un avocat, que mes parents avaient eu avec un avocat, c'était pour une problématique civile. Voilà, enfin vraiment aucun rapport avec ce métier. Parcours scolaire plutôt bon, donc on m'oriente en filière scientifique au lycée, comme ça se faisait à l'époque, et ça se fait peut-être toujours un peu, en disant bon, tu verras après le bac ce que tu voudras faire. Je m'aperçois quand même dès la première S que c'est pas foncièrement ce qui me passionne le plus que les maths et la science, même si j'ai un attrait pour tout ce qui peut être biologie et les choses de ce genre à l'époque. Mais bon, j'ai une vraie réflexion sur ce que je veux faire, comme beaucoup d'adolescents ou de post-adolescents de cet âge-là. Je ne sais pas trop ce que je veux faire. La logique des choses veut quand même, quand on a fait un bac S, qu'on s'oriente plutôt vers soit une filière technique, soit plutôt scientifique. Donc je sais pas du tout ce que je veux faire en fin de terminale. En réalité, je sais que j'ai pas très envie d'aller en classe préparatoire, puisque je me sens pas à cette époque-là. Je suis peut-être encore un peu jeune dans ma tête de m'enfermer pendant 2 ans pour travailler comme un fou pour faire un métier que j'ai pas encore déterminé. Donc je sais pas trop. J'hésite vraiment, et ça se joue un peu sur un hasard. Alors il y a un film qui me revient à l'esprit que j'avais vu à l'époque, qui est pas du tout sur le droit, pas du tout sur le milieu d'avocat. C'est totalement anecdotique dans le film, et d'ailleurs c'est même l'histoire d'un étudiant en droit qui arrête ses études de droit. C'est un film sur le poker. C'est Les Joueurs avec Matt Damon. Donc c'est l'histoire d'un étudiant en droit, mais c'est très accessoire dans le film, même s'il y a quelques scènes là-dedans, qui joue au poker.
qui décide finalement de quitter ses études pour aller passer, en gros, essayer de gagner sa vie professionnellement là-dessus. Donc c'est un film qui a fait écho chez moi à un moment donné à quelque chose qui m'a, je sais pas, je me rappelle plus exactement comment ça s'est fait, mais de ce film-là, j'ai repensé à tout un tas de choses. Je pense à un autre film, c'est Des Hommes d'honneur, je crois, le titre, avec Tom Cruise. Où là, pour le coup, c'est un vrai film judiciaire. Et je me suis dit, pourquoi pas mais en ayant très loin en tête le métier d'avocat. Juste le droit, on verra à quoi ça mène. Le droit, même pas trop. Qu'est-ce que je peux faire qui soit pas scientifique ? Qui soit pas scientifique. J'ai rien contre à l'époque, mais je veux essayer de faire autre chose. Une école de commerce ou d'abord financièrement c'est compliqué, puis il n'y a rien qui m'attire spécialement là-dedans. Donc je fais du droit plutôt dans l'idée de faire Sciences Po à l'époque, parce que pour le coup depuis gamin je m'intéresse à la politique, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Donc je me dis je vais faire du droit et puis peut-être que j'essaierai de faire Sciences Po derrière. Donc première année de droit, qui se passe bien en fait, en réalité. J'aurais pas persisté si ça s'était mal passé. Ça se passe bien. Alors, je veux pas être prétentieux, mais globalement, mes études se sont passées plutôt facilement, en tout cas plus facilement que je l'imaginais. Donc, ça se passe bien. J'ai des bonnes notes assez vite. Je bachote, voilà. J'ai ma première année. Je suis intéressé en première année essentiellement par le droit constitutionnel, la science politique, donc ce qui est cohérent avec ce que je veux faire. Et en deuxième année, je découvre donc le droit pénal. Et là, c'est autre chose. Là, il y a quelque chose, il y a vraiment une matière qui me passionne, et plus largement la justice pénale. Voilà, là, à ce moment-là, je sais que je veux faire quelque chose là-dedans. Alors quoi ? Qu'est-ce qui vous a passionné ? Dans le droit pénal, qu'est-ce qui me passionne à ce moment-là ? C'est d'abord... c'est que c'est plus concret sans doute que tout le reste. Encore que quand on fait du droit de la famille, vous allez me dire c'est concret, c'est un divorce, etc. Mais enfin, ça parle de choses qui m'intéressent plus, c'est-à-dire la matière humaine, y compris dans ce qu'elle a de plus sombre parfois. Pourquoi un homme, à un moment donné, bien sous tout rapport, bascule et va tuer quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce qu'on fait de celui-ci ? Comment une société, à un moment donné, définit des règles de comportement et dit tel acte doit être pénalisé, sanctionné pénalement ou pas ? Et puis il y a une mécanique intellectuelle dans cette matière-là, il y a un fonctionnement qui m'intéresse. Et puis, il faut être très clair, quand on est étudiant en droit et qu'on apprend le droit pénal, tout de suite ça fait écho à une actualité qui peut se dérouler, soit au niveau plus local, soit au niveau national. Enfin, il y a quelque chose qui vraiment me passionne à ce moment-là. Et donc Sciences Po, Sciences à Po, la trappe. J'oublie. Voilà. Sciences Po, j'oublie en me disant, enfin, en me posant la question à ce moment-là de savoir ce que je peux faire avec du droit pénal. Concrètement, il y a essentiellement 3 débouchés. C'est policier ou gendarme, magistrat ou avocat. Il y a d'autres choses, mais c'est les 3 grandes issues. Donc je fais mes études sans trop savoir, en vérité, ce que je vais faire là-dedans. Ça se passe plutôt bien encore. Master de droit pénal que je choisis, donc en cohérence avec ce qui m'a plu en deuxième année. Jusqu'au Master 2, pour être très clair, avocat, c'est encore un métier qui me semble assez loin. J'ai même une image qui n'est pas forcément extrêmement positive, je pense, de ce métier-là à ce moment-là. C'était quoi votre image du métier d'avocat ? L'image que j'ai depuis gamin, et c'est pour ça que je me suis jamais vraiment, plus que ça, intéressé à ce métier, je pense, avant. C'est l'image d'un bavard, un peu arrogant, un peu prétentieux, qui vend son âme à une cause, une cause ou à quelqu'un sans conviction aucune. Je caricature l'idée que je m'en faisais à ce moment-là, mais c'est une idée qui me semble aujourd'hui que je suis avocat assez largement partagée. Alors moi, je suis pas un bavard de nature, j'étais plutôt quelqu'un de taiseux, je suis toujours plutôt quelqu'un de taiseux. En revanche, quand j'ai quelque chose à dire, j'ai toujours pu le dire, j'ai toujours aimé le dire. Et à un moment, je vais assister à des procès à Poitiers. Par curiosité ? Par curiosité, oui. Oui, par curiosité, pour voir comment ça se passe. Puis pas pour savoir ce que je veux faire, quoi. C'est ça, vraiment pour voir comment ça fonctionne, comment fonctionne la justice. J'avais assisté à d'autres procès avant, en étant en première ou en deuxième année. Mais bon, j'y assiste avec un œil et un regard un peu différent à ce moment-là. Je pense à un procès d'assises en particulier. Et à la fin de ce procès d'assises, la réponse, en réalité, elle est trouvée, puisque quelle place je veux avoir dans ce procès-là ? Très clairement, c'est celui de l'avocat de la défense.
celui auquel je m'identifie à ce moment-là, celui que j'aimerais être, c'est l'avocat de la défense, avant même qu'il ait parlé. C'est même pas sa prestation, sa performance à l'audience, mais c'est au moment où cet homme se lève, où il est totalement seul, tout le monde le regarde en se disant mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire, qu'est-ce qu'il va dire. Et là je me dis j'aimerais être celui-là, j'aimerais être capable d'être celui-là. Je ne sais pas si à cette époque-là si je peux l'être, mais j'aimerais être cet homme-là. Et c'est pour ça quand je vous dis que c'est à la fois un hasard et une évidence, c'est que maintenant que j'exerce ce métier, je sais que les préjugés que vous avez sur ce métier sont totalement faux, parce que je crois que précisément si on veut être un bon avocat, alors, me concernant essentiellement en matière pénale, mais c'est sans doute vrai pour les autres domaines, c'est qu'il faut être sincère dans ce qu'on fait. Il faut avoir une vraie conviction. Une vraie conviction sur l'homme que l'on défend, sur la qualité du dossier que l'on défend. Il ne faut absolument pas parler pour ne rien dire, il faut parler parce qu'on a quelque chose à dire. Et moi, je crois que j'avais... Ça, c'est quelque chose quand même que j'avais depuis gamin. J'avais quand même une colère en moi. J'ai jamais pu supporter, alors ça peut paraître un peu tarte à la crème, mais l'injustice sociale. Bon, je viens d'un milieu populaire, ma mère était syndicaliste. Enfin, j'ai toujours eu quand même chez moi cette notion de combat. Pour autre chose peut-être, mais j'ai une notion de combat. Dans la vie, à un moment donné, il faut être capable de se lever, de dire ce que l'on pense. Et quand un homme est accablé de toutes parts, j'aime pas la lalie, si vous voulez. J'aime pas la meute qui se jette pour aller vers un homme aux abois. Donc, depuis toujours, j'ai quand même, à cet instant-là, quand un homme est acculé, j'ai envie de le défendre. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y avait quand même quelque chose qui, après, à l'exercice de la profession, apparaît comme une évidence. C'était certainement en moi, sans que... J'aurais pu faire autre chose, hein. J'aurais pu passer à côté de cette vie-là, j'en aurais eu une autre qui serait peut-être très bien, mais je pense qu'il y avait quand même ça en moi. Et donc, Master 2, assise, ok, je veux être avocat. Je serai cet avocat. En tout cas, je vais faire en sorte de le devenir. Donc ensuite, est-ce que vous avez fait des stages pendant toute cette période ? Moi justement, j'ai fait mon premier stage, c'est pas bien. J'ai fait mon premier stage, sauf erreur de ma part, à l'école des avocats. Ouais. Alors pourquoi d'abord parce que j'avais fait quelques demandes, mais j'avais pas eu de réponse positive. Après, j'avais peut-être pas les codes, je sais pas. Et puis bon, souvent on fait des demandes pendant les périodes de vacances, qui sont pas les périodes pour les avocats les plus simples. J'avais pas de connaissances, j'avais rien. C'est ça aussi qui m'éloignait un peu de ce métier, c'est qu'on me disait souvent, y compris à la fac, avocat, on gagne peu sa vie ou de moins en moins bien. Si on n'a pas de réseau, si on ne connaît pas, on ne peut pas faire avocat. Concrètement, ce qu'on me disait. Encore une fois, je caricature, mais c'est un peu le discours qu'il y avait. Donc, bon, je me disais, je ne sais pas si je vais me lancer dans cette voie-là. Donc, premier stage quand vous intégrez l'école ? Ouais, je crois que c'est le stage. Oui, j'en ai pas fait d'autres. Hein. D'ailleurs, j'essaie de me remémorer. Oui, c'est le stage de découverte obligatoire. Ouais. Premier stage. Ouais. Comment ça s'est passé, la rencontre réelle avec le métier ? Alors, moi, j'ai fait un premier stage dans un cabinet qui était assez généraliste. C'est un stage de 15 jours. Hein. À ce moment-là... Mais c'est de l'observation. C'est vraiment de l'observation, quoi. J'ai pas pu faire ou vu ce qui allait être mon quotidien après, c'est-à-dire vraiment des audiences, j'ai vu des audiences correctionnelles si vous voulez, mais j'ai pas vu de cour d'assises, j'ai pas vu d'audience correctionnelle dure, donc j'ai vu ce que c'était qu'un cabinet généraliste. J'ai observé, j'ai fait quelques recherches, j'ai repris quelques conclusions d'appel, etc. Mais bon, ça m'a permis de voir plutôt que on va dire le dur du métier, ça m'a permis de voir un peu comment ça fonctionnait, quel était le quotidien, les horaires de travail, même si c'est variable. Hein. Enfin voilà, comment s'organiser un cabinet d'avocats, c'est surtout ça que ça m'a permis de découvrir à ce moment-là. Et ensuite ? Alors ensuite, donc je suis à l'école des avocats à Poitiers, à l'école du Centre-Ouest des avocats. Donc j'ai fait mon stage découverte. Là, je vais assez souvent aux audiences, moi, à ce moment-là. Je vais assez souvent aux audiences. J'assiste à un procès, notamment avec un avocat aujourd'hui disparu à Poitiers, mais qui était un avocat absolument fabuleux, c'était Jean Damy. Et là, s'il était encore besoin à ce moment-là, où je m'interroge quand même à l'école des avocats je veux faire avocat, mais est-ce que je veux faire avocat en droit pénal uniquement ? Est-ce que je me ménage des portes de sortie ou pas ? Ce qu'on dit à l'école des avocats, et on a raison de le dire encore. Hein. C'est pas parce qu'on veut faire du pénal qu'on arrivera à faire du pénal. On en fera. Mais est-ce qu'on en vivra ? Est-ce qu'on arrivera vraiment à être un avocat pénaliste ?
Globalement, c'est les clients qui vous choisiront en droit pénal. Si on veut faire du droit fiscal et qu'on a un parcours de droit fiscal, on fait du droit fiscal, concrètement. Pénal, c'est un peu plus compliqué. Donc bon, est-ce que à ce moment-là, je me dis, est-ce que je me ménage c'est pas une porte de sortie, en tout cas une espèce de double formation, quelque chose, une sécurité, un parcours plus généraliste et on va dire à l'exercice de la profession, la sélection se fera. Bon. J'hésite encore un peu, j'assiste à un certain nombre de procès, je vois Jean Damy plaider, et là je me dis non mais moi je veux faire ça. Alors, je ne sais pas si je ferai aussi bien, mais en tout cas c'est ça que je veux faire. Le reste, ça me passionne pas, hein, pour être très clair, ça me passionne pas. Donc je fais mon premier stage qui à l'époque était un stage, ça s'appelle toujours comme ça je crois, c'est le PPI. Alors c'est le projet personnel individualisé, je ne sais plus. Bon bref, c'est un stage hors cabinet à l'époque, uniquement. Donc je le découpe en deux. Je fais un stage dans un syndicat parce que je me dis à l'époque pourquoi pas faire un peu de droit du travail. Vous voyez, c'est une matière qui parle. J'aime toujours bien la mécanique du droit du travail, même si c'est assez technique. Bon, c'est une matière qui se plaide beaucoup, c'est assez factuel. Bon, c'est une matière qui m'intéresse aussi. Donc je fais un stage en syndicat et je fais la deuxième partie au sein du tribunal d'Angoulême, au parquet et auprès du juge d'application des peines. Donc je fais 2 mois, 4 mois, je crois, de mémoire à ce moment-là. Donc j'ai un peu ce double profil. Je vais faire un stage de 6 mois à Lyon, pareil, un peu double orientation, droit du travail, droit pénal. Pourquoi Lyon ? Pourquoi Lyon ? Je cherche à ce moment-là. J'ai envie de bouger, de voir un peu autre chose que Poitiers déjà. J'ai envie d'aller dans une plus grande ville. Donc je cherche des stages. J'écris à des cabinets pénalistes. J'ai un peu aussi à ce moment-là, un peu, on va dire, le complexe, je sais pas, mais le complexe de l'élève avocat de province ou un truc comme ça, notamment en matière pénale, parce que je me dis je vois plaider des avocats à Poitiers. Je parlais de Jean Damy tout à l'heure, c'est brillant, mais enfin, j'aimerais bien voir des pointures nationales, etc. Bon. En réalité, après, je m'apercevrais que on avait juste un avocat d'un niveau national et que finalement, il n'y avait absolument pas de complexe à avoir. Bref, je pars à ce moment-là. Donc, c'est Lyon, ça aurait pu être Marseille, ça aurait pu être Nantes, ça aurait pu être Bordeaux. Hein. C'est en fonction des opportunités, des rencontres que j'ai faites. Donc, stage de 6 mois là-bas. Je cherche, ou je me mets à chercher rapidement à cette époque-là à Lyon, donc une collaboration, hein, sachant que je n'ai toujours pas validé mon CAPA, hein, donc mon certificat d'aptitude à la profession d'avocat, et j'ai une opportunité dans un cabinet pour le coup pur pénaliste à Grenoble. Gros pénal, à cette époque-là, on est en 2010 à Grenoble, on est l'été 2010, il y a des émeutes, il y a un type qui s'est fait tuer par un policier, enfin un délinquant pour dire les choses, qui s'est fait tuer par un policier, donc il y a eu des émeutes, il y a Sarkozy qui arrive, enfin c'est chaud à Grenoble, hein. Et c'est l'avocat en charge de ces dossiers-là, concrètement. Donc, d'où est venue cette opportunité ? Qui cherche. Mais elle est sortie d'où cette opportunité ? C'est une annonce. Une annonce. Alors je crois à l'époque, Grenoble, c'est une collaboratrice du cabinet dans lequel je travaillais qui me le dit. Il y a une annonce, parce que j'ai pas accès, je crois que c'est sur je sais plus sur quelle structure c'est peut-être la plateforme, l'intranet de Lyon, je sais plus, je crois que c'est ça, hein. Sur l'intranet des avocats de Lyon. On est en juillet, mon stage est un peu décalé, donc moi je le finis en juillet, donc on est au mois de juillet, je postule, je prends le petit train, je vais à Lyon, à Grenoble, pardon, pour la journée, je vais faire mon entretien, à l'issue de mon entretien, il dit je vous prends, par contre il faut démarrer en août. Je lui dis, oui, mais moi je suis pas avocat avant novembre, grand maximum, puisque je n'ai pas encore passé mes examens. Il me dit, c'est un problème. En réalité, c'est quelqu'un qui vient de perdre son collaborateur, vous voyez, qui est parti, comme souvent, hein, donc il cherche tout de suite, et voilà. Je lui dis, il y a une solution, hein, je peux tout faire sauf plaider, quoi. Donc il me recrute d'abord en juriste, donc je m'installe à Grenoble, un peu, vraiment, les choses se font très vite. Je trouve une petite chambre chez, je crois, la belle-sœur de ce type-là. Enfin bon, bref, je suis logé un peu vite, les choses se précipitent. Parallèlement, je finis mon rapport de stage, j'essaye de bachoter un peu mes examens. Bref, je suis juriste quelques mois et je prête serment, alors de manière anticipée, ce qu'on appelait de manière anticipée, c'est-à-dire avant toute ma promo, je le prête serment seul à Grenoble, à la cour d'appel de Grenoble. Voilà. Et donc ça y est, avocat. Avocat.
avocat, et ça va démarrer très dur et très vite. Ouais, j'allais vous demander du coup comment ces débuts dans ce cabinet. Alors moi je crois que je vais pas dire de bêtises, mais je crois que je prête serment le 10 novembre. Donc il y a mes parents qui viennent à Grenoble, voilà. Je prête serment seul avant une audience, classique, cour d'appel. Donc on doit être le 10. Donc c'est l'après-midi, je rentre à mon cabinet. Et le 10, il me dit, le soir, à 19h30, mon patron me dit, donc demain, donc le 11 novembre, hein. Donc demain, on a un client qui est présenté, qui est en garde à vue, là, qui est présenté au parquet, puis pour une demande de détention provisoire dans le juge des libertés de la détention. Donc ça commence par une audience, un jour férié, le 11 novembre. Voilà. Parachuté. Parachuté, ouais, un jour férié, on est déjà direct dans le dur. Hein. Je suis content en fait, hein. Je suis content de cette audience. J'ai que ça du coup dans la journée, donc j'y vais avec un peu l'insouciance de la jeunesse, hein, de l'inexpérience pour le coup, parce que bon, je sais désormais que, alors c'est un client qui passe en comparution immédiate et dont le parquet demande la détention pour un dossier de trafic de stupéfiants, je crois de mémoire. Bon. Dans ces cas-là, je ne sais pas quelles sont les statistiques. Hein. Aujourd'hui, je sais que j'ai à peu près 9 chances sur 10 d'obtenir la détention, enfin de ne pas de subir la détention de mon client. Et j'obtiens un contrôle judiciaire. Enfin, ça me paraît normal presque. Vous voyez, parce que j'étais confiant sur mes arguments. Il me semblait bien que la détention était exceptionnelle, que ça devait rester une exception et que bon, mon client avait des garanties suffisantes. Bon, aujourd'hui, je me dis presque que le juge a eu. C'est dit, tiens, j'ai un jeune collaborateur qui vient devant moi. On va lui faire plaisir pour le début de sa carrière. Je sais pas. Puis je rentre et puis mon patron m'appelle. Il me dit bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis contrôle judiciaire. Il me dit ah bah, c'est bien. Bon, voilà, mais sans plus. Deuxième jour, donc le 12 novembre, j'ai 3 dossiers le matin à plaider, 6 l'après-midi, pénal, enfin des dossiers pénaux. Voilà. Et là, du coup, donc, je passe une partie de la nuit à bosser ces dossiers que je ne connaissais pas, ou presque. Hein. Alors, j'étais un peu juriste, donc j'avais jeté un œil. Mais donc, voilà, on a une deuxième journée où là, j'entame vraiment les choses sérieuses d'une manière assez difficile quand même. Hein. Quand on se retrouve à plaider, c'est plaider, hein, c'est pas du civil. Enfin, je dis pas que le civil, mais c'est pas des dépôts de dossiers. C'est 9 correctionnels, je crois, hein, en tout cas 6 correctionnels et 3. Peut-être 3 aménagements de peine, je ne sais plus exactement. Je me rappelle, 9 dossiers le deuxième jour à plaider, quoi. Et alors, ces plaidoiries? Alors, ça se passe, alors je ne me rappelle plus du tout des dossiers, pour le coup. Alors, ceux-là, je me rappelle, il y en avait trop. Vous ne vous rappelez pas des statistiques de cette journée-là? Je m'en rappelle absolument pas. Bon, en tout cas, ça se passe, alors... Je faudrait se réécouter plaider, hein, si vous voulez. Et votre collaboration s'est poursuivie sur ce rythme-là? Beaucoup d'audiences tout le temps, pénal tout le temps? C'est la première collaboration, c'est-à-dire que j'ai beaucoup... J'ai appris assez vite mon métier, forcément. Hein. Je veux dire, voilà, j'étais dans le grand bain. Des copains, je prenais le pouls auprès d'eux. Ils me disaient je plaide mon premier dossier dans 3 semaines. Je leur ai dit j'en suis à 10. C'est mon première journée. Donc j'ai appris mon métier très vite, mais dans des conditions qui ne sont pas tenables sur une longue durée. Hein. Je faisais des horaires qui ne sont pas tenables. Et puis avec une... Alors, quand on plaide 9 dossiers dans une journée, de toute façon, je ne vois pas trop comment on peut avoir une qualité... apporter une vraie plus-value à chaque dossier. Donc c'était pas très satisfaisant en termes d'épanouissement personnel. Après, voilà, moi je le prends aujourd'hui, je me dis que ça a été une période très importante dans mon bagage professionnel, hein, parce que j'y suis resté 9 mois, mais en 9 mois j'ai appris ce que certains apprennent en plusieurs années, quoi. Et donc, au bout de 9 mois, envie d'un rythme un petit peu plus raisonnable. Un rythme plus raisonnable. D'une autre manière de travailler. Ouais, d'une autre manière de me travailler, de travailler. Quand on vous fait plaider aussi dans ces conditions-là, ça vous met pas forcément totalement en valeur. Il y a ça aussi, quoi. Hein, je veux dire, dossiers que j'aurais aimé savoir un peu plus tôt que j'allais les plaider. Enfin voilà, bon, conditions qui me semblent pas satisfaisantes sur une plus longue durée. Donc je démissionne. Sans avoir cherché, sans avoir une porte de sortie. Donc démission sèche. Ouais, je démissionne à un moment donné. Ouais, puis ça se passe pas extrêmement bien. Enfin bon, il y a un souci à un moment donné sur un truc, donc on s'engueule un peu. Je sais plus ce qu'il me dit. Je lui dis je démissionne. Voilà. J'étais un peu impulsif, je suis toujours un peu impulsif. Donc je lui dis je démissionne. Bon, il pense que c'est dit à la légère, etc. Après, mon patron essaie de me rattraper pendant tout le long du préavis. Mais bon, non, j'ai démissionné. Ça vous a fait peur? Non, mais à ce moment-là, non.
Et vous aviez de la clientèle personnelle? Non, j'avais pas le temps là, concrètement. Non, ouais, c'est ce Alors que j'allais j'avais dire. vite fait, enfin, il y a des gens qui commencent à me connaître, forcément, mais j'avais pas le temps pour le coup, clairement. Mais j'ai pas peur parce que je suis encore, enfin, je suis quasiment un post-étudiant, quoi. À ce moment-là, si vous voulez, j'ai mon loyer, Lycée Le etc. Mais Cap à plus j'ai 9 pas de mois, charge quoi. de Oui. famille. Je suis pas inquiet sur l'avenir, hein. Je me dis, je trouverai une nouvelle collaboration. Je trouve pas, je ferai autre chose. Enfin, je suis pas à ce moment-là, je suis pas inquiet sur l'avenir. Quelques années plus tard, ça aurait été plus problématique, mais là, je suis encore au début, hein. Donc non, ça m'inquiète pas. M'inquiète pas. Je me dis bon, au pire, j'attendrai un petit peu, je retournerai chez mes parents. Voilà, je continuerai ma vie d'étudiant, enfin ma vie d'étudiant. Tu vois, je continuerai une vie sans bosser en attendant de trouver une nouvelle collaboration. Et puis j'en trouve une. À Grenoble aussi? Non. Justement, à ce moment-là, je regarde un peu partout. Moi, Grenoble, c'est pas une ville qui m'a fasciné non plus. Autant Lyon, j'ai pas. Non, mais voilà. Autant Lyon, j'ai beaucoup aimé. Autant Grenoble, bon, j'ai pas trop eu le temps non plus. Hein, vous me direz, mais j'ai pas eu le temps d'apprécier cette ville-là. Donc, je cherche plutôt dans l'Ouest pour revenir de là où je viens. Je suis plutôt à cette époque-là Bordeaux ou Nantes, quoi, des villes un peu plus importantes où je me dis qu'il y a plus de contentieux pénal. Et ben, il y a une opportunité, malheureusement, pour le coup, à la suite du décès de Jean Damy. Donc son cabinet, la SCP Damy, cherche à l'époque un collaborateur, ce qui est malheureusement décédé de manière prématurée. Donc il y a cette opportunité. Bon, moi, c'est ce cabinet que je connais. Donc je me dis, bah ouais, allons-y, je postule, je suis pris, et je reviens ici. Et donc, ce sera Poitiers. Ouais, Poitiers. Et alors, cette deuxième collaboration? Ça se passe mieux. Non, mais tout de suite, là, ça se passe très bien. C'est plus la même ambiance du tout. On travaille dans des conditions, enfin, en respectant le principe de la collaboration. J'ai absolument, à partir de ce moment-là, j'ai fait encore 2 collaborations. J'ai jamais eu aucun souci. Alors, je suis en 4/5e à l'époque, en mi-temps, à 4/5e, Ouais. en 4/5e de temps. Ce qui, un vrai 4/5e? Un vrai 4/5e parce que ce qu'on a défini à l'époque, c'est que je travaille, alors sauf erreur de ma part, c'est du lundi au jeudi. Bon, sachant que le lundi au jeudi, parce que c'est parfois le problème du mi-temps, pendant le lundi au jeudi, si j'ai des dossiers personnels, je peux aussi les traiter. Hein. Mais enfin voilà, le vendredi, de toute façon, je ne travaille pas pour le cabinet. Ce qui est bien, parce qu'au début, j'ai pas de dossier, mais du coup, ça me fait un long week-end. Et puis, assez rapidement, j'ai des dossiers, donc ça me permet de les traiter avec un jour qui est défini. Donc ça va se passer très bien. Voilà, j'ai pas une surcharge de travail, j'ai une charge de travail normale, en autonomie ou presque assez vite, hein, parce que j'arrive, bon, j'ai 9 mois d'expérience, mais je crois que je suis assez autonome. J'ai déjà un peu tout fait. Alors je dis pas que je suis le meilleur du monde, hein, à ce moment-là, mais bon, de fait, je sais faire à peu près tous les actes pénaux qu'il y a à faire, etc. Alors après, on plaide plus ou moins bien, etc. Mais enfin, en tout cas, en rédaction d'écrit, je sais à peu près tout faire à ce moment-là. Donc je suis assez autonome, on me laisse faire mon travail, on m'embête pas, ça se passe bien, dans la bonne humeur, etc. Donc ambiance très sympathique. Voilà, ça me réconcilie, on va dire, avec la collaboration à ce moment-là. Ouais. Et donc, vous avez dit que vous avez fait encore 2 collaborations. Enfin, une autre après. Une autre. En tout, ça fait 3. Donc vous êtes resté combien de temps dans le cabinet Je ne sais pas, je vais y rester 2 ans, peut-être. Et pourquoi avoir bougé? À l'époque, c'est le cabinet. Non, mais alors, c'est-à-dire qu'il y a eu enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais du coup, à ce moment-là, ils n'ont plus besoin d'un collaborateur, en réalité. C'est ça. Bon, il y a eu le décès de Jean Damy, il y a une perte d'activité quand même. Donc voilà, il n'y a pas de nécessité d'avoir un collaborateur à ce moment-là. Moi, j'ai déjà un certain nombre de dossiers personnels. Donc, dans un premier temps, je m'installe rapidement. Alors d'abord, d'ailleurs, je suis hébergé dans ce cabinet-là. Et puis j'ai une nouvelle opportunité qui vient à moi par le biais d'un ami qui me recommande auprès de son cabinet, puisque lui-même, enfin, il y a un départ dans son cabinet, c'est un peu les chaises musicales. Il cherche à Poitiers un avocat collaborateur pour s'occuper du pôle pénal du cabinet. Et donc à ce moment-là, moi je leur dis pourquoi pas. Après j'ai beaucoup de dossiers personnels déjà, donc
J'en ai beaucoup à ce moment-là, mais enfin c'est vrai que si j'ai une rétrocession et des locaux qui me sont fournis, je crache pas dessus non plus. Ouais. Et donc on convient d'un accord avec un mi-temps, je crois à ce moment-là, ça doit être à 3/5, donc je réduis mon mi-temps. Non, mais c'est intéressant de fonctionner comme ça aussi. Et j'intègre le cabinet Lavalette, qui est un cabinet qui est basé à Angoulême. En tout cas, le cabinet fondateur est à Angoulême, il y a un cabinet à Bordeaux et un cabinet à Poitiers à l'époque. Okay. Et donc voilà, donc là je suis en charge du pôle pénal du cabinet de Poitiers, où il n'y a pas d'associé. Donc en plus, donc autonomie totale en fait. Oui, vraiment en autonomie. J'exerce encore dans des conditions qui sont vraiment idéales, puisque à aucun moment on me demande de rendre des comptes sur ce que je fais de mes journées. Simplement, j'ai à traiter les dossiers du cabinet à Poitiers. Au contraire, on a juste une relation d'échange intéressant avec notamment Lionel Béthune de Moreau, qui est l'avocat pénaliste donc associé du cabinet, qui est donc lui à Angoulême. Voilà, donc on est vraiment. J'ai les locaux, j'ai une structure, j'ai un logiciel, je gère et là je vais quand même beaucoup développer aussi ma clientèle. C'est le moment, quoi. Ouais. Et pourquoi s'est terminée cette collaboration ? Elle se termine parce qu'à un moment, d'abord j'ai beaucoup de dossiers personnels. Et il n'était pas question que ces dossiers puissent être une sorte de base pour l'association, pour ce cabinet ? Il n'y a pas de non, c'est pas. En tout cas, j'ai pas de proposition d'association. Il n'y a pas de proposition d'association qui me sont faites. Je crois pas que c'est la logique. C'est compliqué de plusieurs associés pénaux dans un cabinet, je crois aussi. En tout cas en province. Paris, c'est peut-être différent, mais ça se fait assez peu. D'abord, le cabinet a une clientèle qui est essentiellement, en tout cas à Poitiers, une clientèle institutionnelle. Pas la même. Donc ça me crée des conflits d'intérêts. Par exemple, le CHU. Les policiers, enfin voilà, c'est plus une clientèle institutionnelle qu'à le cabinet. Moi, ça m'oblige à refuser un certain nombre de dossiers aussi. Ah oui, non, mais je comprends mieux. Voilà. Donc, c'est pas la même clientèle. Et puis moi, à un moment donné, je suis dans un confort, mais il faut sortir un peu de son confort pour aller un peu plus loin, pour pouvoir créer son cabinet, structurer sa clientèle comme on l'entend, ne pas refuser des dossiers pour des conflits d'intérêts, etc. Enfin, refuser s'il y en a, mais en tout cas. Donc au bout de combien de temps vous avez quitté pour vous lancer vraiment à l'eau ? Alors là, on est en 2000. Donc moi, ça se fait 7 ans et demi de collaboration en tout. Au bout de 7 ans et demi. Ouais, quand même. Au bout de 7 ans et demi, je m'installe. Mais enfin, j'étais quasiment. C'est vrai que dans l'esprit des gens, j'étais pas collaborateur, quoi. Oui. Et pour revenir un petit peu au tout début de votre développement de clientèle personnelle, comment ça s'est fait ? Alors comment ça se fait ? Alors en matière pénale, ça se fait un peu souvent de la même manière, en tout cas en province, c'est-à-dire soit initialement une commission d'office où le client est satisfait et vous recommande, soit des dossiers qu'on a eu à traiter pour le cabinet et où, alors, sans doute le client vous recommande à des copains, ou il y a des copains dans la salle. Alors vous ne prenez pas les clients du cabinet, mais fréquemment, si vous avez... Vous savez, en pénal, souvent, les copains viennent aux audiences, quoi. Enfin, les copains des clients, pas les nôtres. Les copains des clients viennent aux audiences, notamment comparution immédiate, vous voient plaider, vous voient mouiller la chemise, vous voient défendre leurs copains. Tout du bouche à oreille. C'est vous qui saisissez, parce que c'est vous qui êtes à l'audience. Donc il y a ça, il y a ces deux phénomènes-là, avec un bouche à oreille qui est bien évidemment pour nous et particulier en prison. Parce qu'en prison, tout le monde a un avocat, tout le monde cherche un avocat. La discussion principale, c'est tiens, t'es défendu par qui, comment il te défend, etc. Et donc, la prison va m'amener assez vite l'essentiel de mes dossiers. Et c'est la clientèle que vous vouliez défendre ? Oui. Vous aviez dit tout à l'heure que vous positionniez, en termes de représentation, vous aviez eu ce coup de cœur pour la parole est à la défense. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais aux assises et. De toute façon, je ne vais pas généraliser, mais je crois que quand on décide de faire du droit pénal, en tout cas dans l'idéal, quand on le fait, je ne vais pas dire que c'est pour défendre la veuve et l'orphelin, c'est pas ça, mais d'abord c'est pour défendre plutôt en défense qu'en partie civile, même si je défends pas mal de parties civiles, et puis ensuite, plutôt que défendre des institutions ou des entreprises, même si je défends des institutions et des entreprises aussi, quand on le fait initialement, quand on est en fac de droit, quand on a un gamin, c'est plutôt pour défendre cette clientèle-là. Donc voilà. Donc vous vous êtes retrouvé complètement là-dedans. Je suis complètement dans ce que je veux faire, oui. Et donc bouche à oreille, c'est tout ?
Bah oui, C'est déjà pas mal, hein, c'est tout. mais Oui, bah, quoi d'autre à part le bouche à oreille? Non, je vois pas. Ouais. ce qui fait que du coup, une clientèle presque, enfin, je veux dire presque exclusivement de pénal, exclusivement de pénal. Pas que quand même, Vous parce avez quand que même fait d'autres affaires? ouais, ouais, non, mais oui, non, parce que la clientèle pénale bon, d'abord, je défends aussi des victimes à ce moment-là. Enfin, le bouche-oreille se fait en prison et à l'extérieur aussi, hein. Même si en prison, ça va plus vite, puisque on connaît forcément quelqu'un qui connaît un avocat. C'est plus compliqué quand on a un problème pénal isolé et qu'on habite je ne sais où, avec des gens qui, a priori, et un entourage qui n'a pas été spécialement exposé à la question. Mais enfin bon, j'ai un bouche à oreille aussi qui se développe. Enfin, je devrais parler au passé, hein. À l'époque, j'ai un bouche à oreille quand même en dehors, hein. Donc j'ai du droit de la famille aussi. Alors comment ça vient initialement, là, je ne pourrais plus vous dire, hein, comment ça s'est développé. Mais enfin, j'ai une clientèle pénale, victime ou auteur, qui a aussi des problèmes familiaux de temps en temps, ou qui sont aussi des personnes, on va dire, référents, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais enfin, des personnes à qui d'autres vont s'adresser quand ils ont un problème. C'est-à-dire qu'on sait que machin, il a eu un problème un jour et il a été passé en justice, donc on lui dit, tiens, tu étais défendu par qui? Il va répondre, Maître Bourdier. Voilà. Ouais, j'avais cette discussion récemment sur toute une certaine partie de la population qui n'est pas familière des avocats, qui n'en connaît pas, et qui du coup, quand ils connaissent un avocat ou quand ils ont le nom d'un avocat, c'est un peu l'avocat et eux, enfin voilà, du coup, il n'y a pas forcément dans leur esprit Oui. le sujet des spécialisations et c'est l'avocat et du coup, c'est lui le référent Oui, mais toute matière, quoi. oui, et c'est aussi pour ça, quand je disais que je défends plus d'auteurs que de victimes, c'est pas un choix. C'est pas un choix du tout, hein. C'est juste que bah, les victimes connaissent moins d'avocats. Les victimes souvent vont aller, alors je vais dire vers l'avocat de famille, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais l'avocat de famille ou l'avocat qu'elles ont eu lorsqu'elles ont divorcé il y a quelques années, parce qu'elles ne savent pas forcément. Alors aujourd'hui il y a Internet, etc. Enfin Internet, c'est compliqué de faire un choix d'avocat sur Internet. Donc les victimes globalement, je trouve, hein, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que j'ai, y compris dans les cours d'assises, c'est que les victimes sont plutôt assistées par des avocats généralistes. Il y a des pénalistes hein, de temps en temps aussi, mais il y a assez souvent des avocats généralistes. Et en revanche, en défense, c'est quand même assez rare. Parce que, bah, à un moment donné, il y a des gens, quand on vous accuse de choses graves, soit vous vous retrouvez en prison, soit vous cherchez de manière très assidue. Les parties civiles, les victimes, n'ont pas forcément accès à cette information ou vont faire autant de recherches sur l'avocat qui pourrait mieux les assister, hein. Donc c'est plus mécanique que volontaire, hein. Et vous dites que vous preniez du coup aussi du droit de la famille, enfin je veux dire un petit peu de civil, et donc du civil qui venait d'une clientèle initialement plutôt pénale. Est-ce que c'était une volonté est-ce que c'était par souci du chiffre d'affaires? Est-ce que c'était une volonté de aussi un petit peu diversifier l'activité? Quelle était la logique, la stratégie derrière? Ouais. S'il y en avait une d'ailleurs, hein. Oui, alors moi, aujourd'hui, pour être clair, je fais essentiellement du droit pénal. Je n'ai pas les chiffres, hein, je ne vais pas vous donner un faux pourcentage, mais majoritairement, clairement, du droit pénal. Le reste, c'est quoi? Le reste, c'est... non, je fais du droit pénal, et dans le droit pénal, je fais pas mal de droit routier aussi, hein. Donc je fais un peu de contentieux administratif lié au permis de conduire, donc la suite logique du droit routier, et du droit de la famille, et tout ce qu'on appelle préjudice corporel, hein, c'est-à-dire qu'il soit pénal ou pas pénal. Voilà comment se répartit à peu près mon activité. Donc un gros bloc droit pénal, et puis après famille, routier hors pénal et préjudice corporel. Alors pourquoi? Comment ça s'est dessiné? Alors le droit routier d'abord, j'ai un intérêt particulier puisque c'est un domaine pénal qui s'est pas mal développé, donc assez logiquement quand j'ai été chargé de dossiers pénaux en droit routier, bah, j'ai cherché aussi à avoir l'aspect droit administratif du droit routier. Oui. Ça c'est la première chose. Le préjudice corporel est venu aussi assez naturellement parce que lorsque vous êtes en charge de victimes d'accidents du travail, d'accidents médicaux, d'accidents tout court ou de violences, enfin voilà, d'infractions pénales, vous développez nécessairement, vous devez développer nécessairement une compétence en préjudice corporel, et donc cette compétence, vous l'étendez sur le préjudice corporel hors pénal. Donc ça me semble deux domaines très complémentaires, et le droit de la famille ensuite. Pourquoi? Pour le coup, parce que j'en ai fait, alors, dans ma deuxième collaboration, j'en ai fait pas mal, pour le coup. J'ai fait pas mal de droit de la famille, donc j'ai développé quand même quelques compétences dedans, une matière où j'y trouve un vrai intérêt.
pense que quand on fait du droit pénal, c'est souvent intéressant d'avoir gardé, on va dire, un pied dans cette matière humaine-là. C'est pas simple non plus, le droit de la famille, et je trouve important. C'est comme le droit des mineurs. Quand on plaide à un moment donné devant une cour d'assises, il faut aller chercher quelques éléments de vie chez une personne, essayer de comprendre les gens, et garder un pied dans la défense ou des mineurs ou des gens qui ont des problématiques familiales, ça me semble assez complémentaire et assez intéressant pour l'avocat. Et puis après, tout bêtement, quand vous développez une certaine forme de compétence dans un domaine, vous n'avez pas envie de la perdre. Si vous ne pratiquez plus, vous ne l'exercez plus. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis très simplement, quand j'ai des clients qui viennent me voir en me disant je divorce, je sais faire, je vois pas trop pourquoi je refuserais de traiter leur dossier. Oui, non, après ça peut être des envies de faire que tel type de structurer son activité d'une certaine manière, parce que chacun se trouve sa manière d'exercer et prendre les dossiers qui lui font envie, quoi. Surtout quand est-ce que donc quand vous vous êtes mis à votre compte vraiment, du coup vous aviez ça devenait compliqué, vous avez commencé à avoir pas mal de conflits d'intérêts, clientèle institutionnelle, clientèle particulière, etc. Vous avez eu ça vous a pris longtemps de remplir votre calendrier, on va dire? Non, j'ai pas. Alors, moi, j'ai pas vu de... C'est triste à dire, mais je sais pas si c'est triste à dire, mais j'ai pas vu de différence. C'est génial. En termes de temps. Alors, très rapidement, je me suis dit, d'ailleurs, je vais avoir un tout petit peu de temps qui va me permettre de mettre en place des process, des choses, une organisation, quoi, tout ce qui est organisation. Et en fait, j'ai jamais vraiment pris ce temps. Donc j'ai pas eu de trou d'activité. Non. Parce que ça fait partie des craintes de ouais, mais moi j'avais déjà. Il y avait déjà une activité très riche. Ouais. Et du coup, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez envie de plus structurer votre activité. Enfin voilà, vous avez évoqué la mention de structuration d'activité. Donc c'était un peu ce fameux, majoritairement du droit pénal, et puis ensuite je me concentre sur tel et tel type de domaine. Enfin, c'était une démarche assez consciente de dans quel type de dossier j'ai envie d'intervenir. Alors, c'était pas tellement l'idée de... Je crois pas. En tout cas, j'essaie de me remémorer les réflexions qui étaient les miennes à cette époque. C'était pas tellement l'idée de réorienter mon activité. Il n'y avait pas ça. C'était simplement de me dire, je suis dans un confort. Je suis collaborateur avec un petit mi-temps. Je travaille essentiellement pour moi. Ok, je ne paye pas de loyer ni rien. Mais l'idée, à un moment donné, il faut se lancer, quoi. Je veux dire, parce que j'avais quand même... on a quand même toujours un peu des comptes à rendre. Je dis que on me laissait tranquille, mais j'étais collaborateur quand même. Donc, je ne prenais pas mes vacances quand je voulais. Et puis, on va dire que ça ne m'obligeait pas, dans ce confort-là, ça ne m'obligeait pas comment dire, je vais pas dire aller chercher les dossiers là où ils sont, parce que je veux dire, en matière pénale c'est compliqué d'aller chercher les dossiers, mais en tout cas ça pouvait m'inciter des fois peut-être à refuser certains dossiers hors conflit d'intérêts, mais je veux dire j'avais pas assez faim, quoi, entre guillemets, quoi. J'avais pas assez faim pour développer vraiment mon activité telle qu'elle méritait de l'être. Je prenais les dossiers qu'on m'amenait, mais il y avait une marge de manœuvre. Mais je ne pouvais pas, cette marge de manœuvre, dans le confort qui était le mien à cette époque-là, je pense que ce n'était pas le meilleur moyen d'avoir vraiment envie que les dossiers viennent et d'aller les chercher. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait un moment donné où, presque inconsciemment, on peut freiner, quoi. On peut se dire, oui, je suis quand même en collaboration, on ne me demande rien, financièrement, je n'ai pas besoin, on peut toujours avoir besoin, mais ça allait. On peut freiner un peu, ou en tout cas, je sais pas, mais voilà, en tout cas, c'est la réflexion que je me suis faite à ce moment-là. Ça avait été le push. Ouais. Et j'avais une question qui vient de s'évaporer. Ah si, vous avez dit que globalement, dans toutes vos collaborations, vous avez eu beaucoup d'autonomie, qu'on vous laissait quand même pas mal gérer vos dossiers et tout. Est-ce que vous avez quand même eu la sensation d'avoir de l'espace pour de l'échange, des choses plus de mentorat, même technique, ou est-ce que vous avez eu l'impression qu'en fait ces collaborations, de par l'autonomie dont vous avez bénéficié et fait preuve, non, mais autonomie, c'est-à-dire que je gérais. Par contre,
Non, il y avait des vrais échanges techniques ou stratégiques sur des dossiers. Parfois plus que technique d'ailleurs, mais une façon de prendre. C'est surtout ça en droit pénal. Techniquement, procéduralement, en gros, je savais ce que j'avais à faire, mais des fois stratégiquement, c'est toujours bien, hein, même encore. Hein, je veux dire, il m'arrive et des confrères pénalistes m'appellent. Enfin, on échange sur les dossiers. Comment tu le vois? Comment on peut prendre les choses? Parce que des fois, on peut faire fausse route quand on a le nez collé dans le dossier. Donc non, j'ai vraiment eu des relations d'échange assez intéressantes avec les personnes avec qui je travaillais. Et ça, vous l'avez maintenu? Vous dites que vous avez des confrères pénalistes avec qui vous échangez. Ouais. Est-ce que c'est... Parce que j'ai échangé récemment avec une avocate de province qui fait du droit de la construction, je ne sais plus où, et qui disait que elle ressentait quand même pas mal de solitude et que justement elle avait envie de trouver une certaine forme collective, plus de travailler, etc. Mais Ouais. que la collaboration ou l'association, bref, bof, elle savait pas. Et donc je lui ai demandé, je lui ai parlé de cette voie un petit peu intermédiaire, d'avoir un groupe de confrères de confiance avec qui réciproquement, quand on a besoin de prendre un peu de hauteur, de réfléchir, d'avoir un autre point de vue. Et donc, je ne sais pas ce qu'il en est devenu de cette auditrice avec qui j'avais échangé, mais ça me fait penser au fait que vous, ça a été quelque chose que vous avez mis en place assez naturellement, assez facilement. Moi, je pense que c'est important. C'est important. Alors, que ce soit parfois quand on va quand même toucher un domaine où on est peut-être moins à l'aise, même si moi j'essaye de faire que ce que je sais faire, il peut y avoir un aspect dans un dossier pénal, je sais rien, notamment un dossier de droit pénal des affaires. Je ne fais pas de droit des affaires pur, mais j'ai de temps en temps un dossier de droit pénal des affaires. Je suis content d'avoir aussi quelqu'un qui fait du droit des affaires qui puisse m'expliquer certains mécanismes. Donc, à la fois, quand on a des domaines, quand on va toucher un domaine où on n'est pas très spécialiste, on n'est pas, c'est pas notre domaine de prédilection, c'est important d'avoir un réseau. Je veux dire un réseau, mais c'est même pas un réseau, ou des copains, tout simplement. Des copains, des copains, c'est un réseau, hein, ça va ensemble. Voilà, c'est un réseau, mais j'ai pas cherché à en créer, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, moi j'ai des amis ou des gens avec qui j'ai travaillé par le passé que je peux appeler pour leur demander conseil sur un domaine dont je ne suis pas trop spécialiste. Mais aussi dans les domaines où je suis quand même a priori plus spécialiste, donc en droit pénal. C'est pas tous les jours, hein, on va être très clair, mais de temps en temps sur un dossier un peu particulier, on peut se poser une question, de se dire qu'est-ce que je fais là, comment je le fais, est-ce que je peux le faire, bon, c'est important. Et puis en général, on a tous le même avis, C'est souvent en réalité, on s'appelle, on appelle quelqu'un plus pour se rassurer qu'autre chose. Il vous dit la même chose, du bien d'être rassuré. Bon, tu penses comme moi, c'est bon. Voilà, ouais. ça permet de valider un raisonnement qu'on a souvent. Mais ouais, moi j'ai quand même un certain nombre de confrères que je peux appeler dans ces occasions-là, et ça me semble essentiel. Et vous êtes jamais reçu en mode mais j'ai pas le temps, moi. Non. Non, bah ça arrive. Enfin, c'est pas méchamment. Non, mais je veux dire, c'est pas. Non, mais ça m'arrive. Oui, non, mais non, on n'est jamais mal reçu parce que de toute façon c'est un échange. Hein, je veux dire, j'appelle globalement les personnes qui m'appellent. Je vous fais dire des choses, hein, mais dans l'absolu, je suis d'accord. non, mais j'appelle des gens qui m'appellent. Je veux dire, j'ai pas une relation. Alors en revanche, peut-être que certains l'ont, mais j'entretiens pas de relation avec des confrères où je serais simplement en demande de conseil quand eux ne m'en demanderaient pas. En réalité, les relations que j'ai, les échanges que j'ai avec les quelques confrères, on va parler du pénal pour le moment, les quelques confrères pénalistes que j'ai, c'est des relations mutuelles. Hein. Après, on compte pas, tu m'as appelé. Alors après, des fois, on n'est pas dispo. Hein. Non, mais bien sûr, mais... Je vous fais juste dire des choses pour les auditeurs qui ont une certaine timidité peut-être dans leur pratique de leur exercice. Il ne faut pas hésiter. Enfin, je pense, moi, ça s'est fait assez vite en vérité. Dès le début de la collaboration, je veux dire, entre collègues de notre promo d'ECOA, de l'école des avocats, on s'est quand même appelé assez vite. Tiens, mon patron me demande de faire ça, t'as pas un modèle, ou t'as pas, comment on fait? Enfin, moi, ça s'est fait tout de suite naturellement. Alors après, j'ai développé d'autres amitiés, d'autres relations, mais la question s'est jamais posée vraiment parce que ça a toujours existé. Et vous disiez tout à l'heure que quand vous étiez plus jeune, même en fac, vous aviez potentiellement des appréhensions. Alors au-delà du métier d'avocat et du rôle de l'avocat, sur venant d'où je viens, j'ai pas de réseau, on m'a dit que c'était quand même un milieu où il faut avoir un réseau. Rétrospectivement, vous en pensez quoi de ça?
C'est une question compliquée. Vous avez eu l'impression que ça vous a coûté de vous intégrer au milieu et non, de... Non, parce que bon, moi, j'ai fait mon trou, quoi, si vous voulez. Donc c'est la preuve que non, qu'il faut y aller. Il faut pas se mettre de barrière. Enfin, faut pas avoir peur. Il faut y aller. Si on a envie de faire ça, il faut y aller. En revanche, ce qui est vrai aussi, c'est que ceux qui ont un réseau, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable non plus, clairement. C'est ce qu'on voit. Enfin, je vais pas être langue de bois. C'est vrai qu'on voit des confrères très moyens qui ont des dossiers. Parce qu'ils ont un réseau. Oui. Et on voit des confrères, pour le coup, qui sont quand même des gens compétents, qui ont peu de dossiers, parce que soit ils sont pas bons commercialement, on va dire, soit en communication, j'en sais rien, et parce qu'ils n'ont pas de réseau. Donc, bon, il y a quand même ces deux aspects-là. Je pense que le fait de ne pas avoir de réseau, c'est absolument pas limitant, limitant. En tout cas, c'est pas ça qui vous empêchera de faire votre métier, de réussir dans ce métier-là. En revanche, ceux qui ont un réseau, c'est quelque chose qui est tout de même extrêmement profitable. Oui, mais c'est pas pour, c'est pas pour dénigrer ou occulter l'avantage que peut donner un réseau. C'est plus pour mettre en valeur le fait qu'il faut pas se mettre de barrières. Non, mais clairement. Je veux dire que clairement. Alors en plus, moi je suis dans un domaine où le réseau c'est pas l'essentiel. Pour être très clair, un réseau de délinquants ou de victimes, c'est quand même. Alors, il peut y avoir des associations notamment de victimes, mais c'est pas trop du réseau quand même. Après, je sais pas comment ça se passe en droit des affaires, en droit commercial, etc. Moi, ce que je peux dire à quelqu'un qui hésiterait à entrer dans l'avocature, le fait de ne pas avoir de réseau, même si quand il est étudiant c'est compliqué de trouver des stages, etc., parce que précisément il n'y a personne qui peut lui mettre le pied à l'étrier. Bon, en France, jusqu'à preuve du contraire, on peut passer l'examen d'entrée à l'école des avocats, après il trouvera des stages, et s'il est compétent derrière, ce qui fera la différence pour choper une collaboration, je crois que ça ne sera pas du tout le réseau, ça ne sera pas le piston, ça ne sera pas tout ça, ça sera essentiellement les compétences. Donc il faut y aller. Il faut y aller. Et vous disiez aussi tout à l'heure, vous parlez des avocats de province versus le mythe de l'avocat d'envergure nationale. Oui, non, mais ça, il y a ça, ouais. Et alors, maintenant, ce rapport Non, mais j'ai eu ça, parce que je pense que je ne suis pas le seul, c'est de se dire, j'ai vu des avocats plaider à Poitiers, c'est des bons avocats, mais c'est des bons avocats de Poitiers. Et à l'exercice, on s'aperçoit, comment dire les choses, de manière diplomatique. Non, qu'il y a des très bons avocats à Paris. Il y en a aussi beaucoup de moyens, si vous voulez. J'ai pu comparer, alors je n'ai pas donné de nom, mais je reparlais de Jean Damy tout à l'heure, mais j'ai pu le comparer à quelques pointures nationales. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, ça m'est arrivé assez vite de plaider à côté d'un avocat qui est connu nationalement, assez vite. Pour le coup, et donc j'étais j'étais à la fois stressé, et puis je me dis je vais voir ce que je vais voir, quoi. Et puis j'ai été hyper déçu, quoi. Non pas ce qu'il disait était intelligent, etc., mais je me suis dit c'est ça. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres, mais de manière générale, je me balade quand même un peu partout en France, et là, de temps en temps, vous allez être surpris par un avocat à Montluçon ou je ne sais pas où, un avocat que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, dont vous n'avez jamais entendu parler, et vous allez vous dire « Waouh, c'est fantastique ce qu'il vient de faire, c'est brillant », et parfois vous allez plaider avec quelqu'un ou voir quelqu'un qui est connu, y compris nationalement, puis vous dites « Ouais, bof, quoi ». Donc, alors pour le coup, j'ai donné une espèce de petit message d'espoir aux étudiants tout à l'heure, mais je crois aux jeunes avocats en devenir de province ou aux jeunes avocats tout court de province, il n'y a pas de complexe à avoir par rapport à ça. Ouais, non, mais il y a des gens très bons partout, il y a des gens exceptionnels partout, il y a des gens moyens partout, il y a des gens mauvais partout. Alors après, une histoire de proportion. Nécessairement, vous allez... c'est sûr qu'il y a 30 000 avocats à Paris et il y en a 300 à Poitiers, donc la proportion est vue. Heureusement qu'il y en a plus, il y a plus de très bons pénalistes à Paris qu'à Poitiers. Après, dans le très bon, faut voir. Non, mais c'est bien de voir même cette évolution personnelle par rapport à ses propres a priori sur une profession qu'on rejoint et par rapport à où est-ce qu'on exerce, et parce que je pense que ça met aussi pas mal de barrières même internes, quoi. Enfin, c'est une sorte de, je sais pas si ça met des barrières internes, mais en tout cas c'est un regard porté sur soi qui est un peu classé,
Il y a les avocats parisiens, puis il y a les avocats de province, et puis dans la province, il y a encore des... Oui, non, mais il y a des Il y a encore des grades. Parce que Bordeaux, c'est mieux que Poitiers, Poitiers, c'est mieux que Montluçon. Non, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup ça. Alors, il y a chez nos clients, parfois, qui disent « Oh, il a pris un avocat parisien. » Mais y compris quand c'est un avocat. Alors, ça arrive souvent. Hein. Vous allez avoir dans un dossier pénal, ça va être un avocat de Paris. Alors, qui n'est pas connu, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, mais dont c'est même pas... qui fait C'est très même peu pas de la pénal. spécialité, ouais. Qui fait très peu de pénal. Et le simple fait que ce soit un oui. avocat de Paris, lui, Ah ouais, dore il y a le ça. blason. Il y a ça, il dit, ah, il a pris, maître, vous avez vu, il a pris un avocat de Paris, machin. Enfin bon, on sent une sorte presque de petite appréhension, ça dépend des gens. Il y a ça chez les clients, et on voit ça quand même chez quelques avocats aussi. Hein. Quelques avocats ils le disent ou ils le disent pas, mais qui se disent, ah bah ouais, je vais plaider à côté de maître machin, de Paris. Alors, plutôt là pour le coup, quand c'est des noms qui commencent à être un peu connus. Alors, voilà. Qui sont renseignés, mais désormais on a Internet, donc on tape, on va se dire, ah, tiens, c'est quand même un avocat de pénaliste de Paris, donc ça va être chaud, etc. Voilà. En réalité, moi maintenant, je veux dire, qu'on soit de Paris, de province, que je connaisse pas, en réalité, la seule chose sur laquelle je me concentre, c'est sur ce que je vais avoir à donner moi. Ouais. Et aux clients qui vous disent, Ahmed, vous avez vu, il y a un avocat de Paris en face, vous leur répondez quoi? Bon, ça m'est pas beaucoup arrivé en réalité, hein, j'avoue. Qu'est-ce que je leur dis? Ça dépend du cas. Ça m'est arrivé, non, mais ça m'est arrivé souvent. D'ailleurs, c'était pas sur ce registre-là. Je crois pas que ça me soit arrivé qu'on m'ait dit ça s'agissant d'adversaires. Enfin, d'adversaires, en tout cas d'autres côtés de la barre. Une partie civile n'est pas forcément un adversaire, hein. Mais plus de coprévenus. Vous voyez, un trafic de stupéfiants. Et puis j'ai mon client à Vivonne ou je sais pas où qui va me dire, ah bah j'ai appris que machin, il avait pris un avocat de Paris. Ouais. Donc là c'est pas du tout, moi j'ai rien à dire si vous voulez, parce qu'on va tirer plutôt dans le même sens. Enfin souvent, voilà. Donc ça m'est surtout arrivé dans ces hypothèses-là, donc je commande pas. Je commande pas et puis après on voit ce qui se passe, quoi. Et l'aspect navigation, l'aspect exploration de France et de Navarre du métier, d'aller plaider un peu partout. Bah, un peu partout, oui. Non, moi j'aime bien. J'aime bien, j'avoue. Alors j'aime bien quand j'y suis, parce que j'aime bien bouger, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. J'aime bien aussi plaider devant de nouvelles têtes, avec de nouvelles personnes. J'aime bien ça, parce que le problème un peu de la province aussi, c'est qu'on plaide souvent devant les mêmes têtes, avec les mêmes têtes. Bon, à un moment donné, c'est bien de se... Non, mais en plus, après, on les croise le samedi quand on va se balader en ville. C'est terrible. Oui, non, mais c'est ça, ouais. C'est ça. Et puis après, le problème ici, c'est que quand vous avez plaidé 300 fois devant la même personne, sur des dossiers qui se commencent à se ressembler... Ouais, c'est dur de se renouveler, quoi. Et c'est ça aussi l'intérêt. J'ouvre une parenthèse, mais l'intérêt d'exercer en province, c'est que concrètement... comment on plaide souvent devant les mêmes personnes, ça nous oblige à chaque fois à nous renouveler, quoi. Ouais. C'est ce qui est ça oblige à une grande force créatrice. Oui, voilà. Donc j'aime bien plaider à l'extérieur quand j'y suis. Après, quand je reviens, que je me dis que j'ai perdu une journée, enfin que j'ai perdu, en tout cas que j'ai passé une journée à un truc qui m'aurait demandé 1 heure, 2 heures d'audience ici, bon, que j'écluse le travail que j'ai éclusé. Quand c'est une journée encore ça va, mais quand c'est 3 jours, voilà, c'est un peu compliqué, mais j'aime bien. Moi j'aime bien ça, j'aime bien. On est dans une espèce de petite bulle un peu. Alors il y a le téléphone qui sonne, hein, beaucoup, quand même. Il y a le portable, mais moi j'aime beaucoup ça. Je refuse rarement un déplacement. Le fait que ce soit éloigné de Poitiers, si mon agenda le permet, bien évidemment, n'est absolument pas un critère de refus de dossier, quoi. Et pour en revenir un petit peu à la constitution de votre clientèle, vous disiez tout à l'heure que vous faisiez donc, en droit pénal que vous aviez tant des dossiers de partie civile que des dossiers de prévenus. C'est parce que vous êtes encore une fois, c'est plus un attachement à la défense. Non, il n'y a pas de là, il n'y a pas du tout de choix là-dessus, hein. C'est absolument pas volontaire. Je veux dire, je prends les dossiers de victimes. Enfin, ce qui compte, ça m'arrive de refuser des dossiers de temps en temps, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais quand est-ce que vous refusez un dossier? Si on me demande de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Et c'est ça qui est bien en pénal quand même, c'est qu'on a une liberté qu'on n'a pas, à mon avis, dans les autres domaines. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un vient vous chercher, il vous fait confiance et vous dites ce que vous pensez. Alors, dites pas toujours tout ce que vous pensez, mais ce que vous dites, vous devez le penser. Vous allez mettre en lumière certains aspects du dossier plutôt que d'autres peut-être, mais voilà. On ne me fera pas dire ce que j'ai pas envie de dire. On ne me fera pas
En défense, par exemple, on ne me fera pas dire des horreurs sur une victime si je pense que c'est potentiellement vraiment une victime. En partie civile, on ne me fera pas dire que je veux demander tant d'années de prison au prévenu ou à l'accusé, alors que je ne le ferai jamais ça, par exemple. On ne me fera pas dire non plus des horreurs, hein, enfin, je sais pas, une espèce d'appel à la haine, on ne me fera pas dire ça. Donc, le critère, c'est ça. Est-ce que ça colle avec la personne aussi ? Est-ce que ça colle avec la personne Est-ce que ça colle avec la personne ? Premièrement, c'est peut-être ça. Est-ce que ça colle avec la personne ? Voilà, c'est rare. Faut vraiment que ça colle pas, quoi. Mais quelqu'un qui serait insupportable, qui serait insupportable, avec qui ça collerait vraiment pas, avec qui je me dirais je peux pas. Ça m'est pas arrivé beaucoup. Hein, ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois. Où je disais bon, écoutez, non, moi je peux pas travailler dans ces conditions-là. Ou quelqu'un qui vous fait pas confiance, c'est ça. Quelqu'un qui, dès le 2e jour, va vous appeler 30 fois en disant « Vous êtes sûr, machin ? Alors j'ai pris conseil auprès de tel, machin. » Vous savez, les gens qui multiplient les conseils de tous les côtés, qui vous disent ce qu'il faut faire. Voilà, moi, ça, c'est un truc avec lequel j'ai un peu de mal. Soit il me fait confiance, et globalement, je pense que les gens sont contents derrière, soit il me fait pas confiance. Donc, 1, est-ce que ça colle avec cette personne ? 2, est-ce que la façon dont je veux remplir ma mission lui convient ? Est-ce qu'en gros, pour être simple en matière pénale, est-ce que je vais plaider ? Est-ce que ce que je vais plaider lui convient ou pas ? Ou par exemple, il pourrait y avoir des exemples aberrants, mais une partie civile qui serait victime de rien et qui me demanderait de me ridiculiser en demandant 2 millions d'euros, quoi. Je veux dire, non mais, je pourrais pas. Voilà, je veux être crédible, moi, dans mon métier, c'est ça. Encore une fois, a fortiori chez nous en province, où on plaide souvent devant les mêmes têtes, il y a une crédibilité qu'il faut garder sur la durée. On ne peut pas demander ou plaider n'importe quoi. Donc c'est ça le critère, je veux dire, pour en revenir à votre question initiale, il n'y a pas de choix de partie civile par rapport au prévenu ou prévenu par rapport aux parties civiles. Globalement, les pénalistes ont plus de dossiers en défense qu'en partie civile parce que les gens qui ont des problèmes pénaux en défense connaissent plus d'avocats, enfin connaissent mieux les avocats pénalistes que les victimes. Oui, non, mais c'est intéressant. Et vous avez déjà, ça a déjà pas collé avec un client ? Là, je vous disais, ouais, ça a dû arriver 1 ou 2 fois. Hein. Alors après, souvent, c'est réciproque. Donc, il y a un premier rendez-vous auquel personne donne suite. Enfin, c'est pas à moi de donner suite, mais ça arrive, ça. Bon. Et sur l'accord sur l'accord entre ce qu'on veut plaider et est-ce que ça va, parce que du coup, ça implique techniquement, j'étais en train de penser de manière très pragmatique. Ça veut dire que quand vous recevez quelqu'un. Finalement, avant de vous engager sur sa défense, avant de vous engager avec lui, avec cette personne, vous avez déjà une étude du dossier ? Vous avez déjà une idée globale ? C'est du cas par cas. Je veux dire, ça dépend de quel dossier on parle. Sur combien de temps il dure, c'est pas pareil d'un dossier criminel, d'un dossier de vol à l'arraché, quoi, si vous voulez. Mais non, je peux pas, dès le premier rendez-vous, on peut pas être d'accord sur tout. Mais déjà, il y aura une explication sur quelle est. Après, ça dépend. Donc vous expliquez. Mais je veux dire, une partie civile. C'est peut-être ça, surtout avec les parties civiles, que la question se pose le plus. Bon, un avocat, c'est pas un procureur, par exemple. Bon, moi, dès le premier rendez-vous, je leur explique clairement quelles seront les difficultés de leur dossier, mon rôle, etc. Après, je ne peux pas rentrer dans le détail d'un dossier que je n'ai pas encore. En revanche, mais ça ne m'est pas arrivé, hein, en partie civile, ça ne m'est pas arrivé, mais si 2 mois avant ou à la fin du dossier d'instruction ou avant le dossier de cour d'assises, il apparaissait que nous n'étions plus en accord, je les enverrai chez un autre confrère. Enfin, je leur proposerai de changer d'avocat, mais ça m'est pas arrivé en cours de dossier, moi. Donc, en fait, ça m'est pas arrivé avec les parties civiles, pour être très clair. D'ailleurs, de mémoire, j'ai jamais eu ce problème, moi, avec les parties civiles. En défense, parce que pour le coup, j'ai quand même un peu plus de masse, ça m'est arrivé assez vite que je dise à quelqu'un, bon, je ne veux plus m'occuper de son dossier. Parce qu'ils me demandent de faire n'importe quoi. Oui, il y a des gens, ils vont vous demander de porter plainte contre la terre entière, quoi, par exemple. Alors là, ça peut être en partie civile, du coup, mais bon, puis on reçoit de temps en temps aussi des gens dont on s'aperçoit après qu'ils n'ont pas toute leur tête. Ça arrive aussi. Vous savez, des gens, des paranoïaques, des vrais paranoïaques, des choses comme ça. Bon, là, faut assez vite faire le tri, parce que ça devient vite. Ils vous mettent vite dans une position qui est compliquée. Ouais. Ce qui m'est arrivé aussi, ça c'est une anecdote. Il m'est arrivé que je m'aperçoive qu'un client était en train de m'enregistrer. Ah oui ? Ouais. Il m'est arrivé. En réalité, il était en train de me raconter qu'il enregistrait je sais pas qui. Là, je me dis, je fasse gaffe. Voilà. Et puis, je m'aperçois qu'il m'enregistrait, quoi. Mais pourquoi il vous enregistrait ? Pourquoi il m'enregistrait ? Parce que c'était son fonctionnement. Il enregistrait les gens tout le temps pour se constituer des preuves. Donc, il enregistrait notre entretien.
J'ai rien dit d'extraordinaire, si vous voulez, dedans, mais je lui dis, écoutez, monsieur, bon, on va pouvoir continuer comme ça. Vous m'enregistrez, vous enregistrez tout le monde très bien. Moi, je ne travaille pas dans ces conditions-là où, à chaque moment, je me dirais, ce que je lui dis peut être enregistré, il peut en garder qu'une partie à la fin. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça, d'ailleurs, pourquoi vous m'enregistrez. Donc, ça m'est arrivé. Et les clients paranoïaques, les clients comme ça, comment vous les gérez, comment vous les évacuez? On en parlait, je renvoie les auditeurs à l'interview avec Camille Mangon, qui est une avocate bordelaise et qui a raconté justement une anecdote d'un dossier d'AJ en plus avec une femme parano où elle a eu énormément de mal à la recadrer et à lui dire écoutez, enfin non. Les paranos ou d'autres formes de maladies mentales, il y en a qui ne posent pas de problème, mais il y en a d'autres que la paranoïa qui peuvent poser problème. C'est très compliqué à gérer. Moi, je pense que le mieux, c'est assez vite, avant même de donner le premier rendez-vous, il faut arriver à sentir le truc. Parce que dès lors qu'on a fait un rendez-vous avec, on peut avoir des problèmes. Hein. Je veux dire, on peut avoir des problèmes avec ces gens-là assez vite. Enfin, des problèmes qui donnent lieu à rien, mais s'ils écrivent à votre bâtonnier pour dire un truc complètement bidon, si vous voulez, c'est toujours désagréable. Donc moi, j'essaye de filtrer en amont le plus possible et je les adresse vers un avocat que j'aime pas. Non, je rigole, mais il y en a qui font ça. Mais ce que je fais, j'essaye de les éconduire gentiment en leur disant c'est pas ma spécialité, etc. Bon, je fais pas ça. Bon. Voilà, j'essaie de les éconduire gentiment. Si le premier filtre n'a pas marché et que je m'en aperçois un peu plus tard, j'essaye toujours de les éconduire toujours gentiment parce que on ne sait jamais, ouais, sait-on jamais. Et ça m'est arrivé quand même j'en ai peu eu moi du coup parce que j'arrive quand même à filtrer assez vite. Hein. Je sens assez vite le truc, mais ça m'est arrivé une fois en conscience de me dire bon. C'était une dame qui était poursuivie, pour des trucs assez... je ne vais pas trop en parler, mais je ne sais pas si elle m'écoute, mais des choses assez cocasses. Bon, bref, c'était des faits contre des policiers. Bon, elle leur avait dit des choses assez plus ou moins marrantes, mais enfin certaines choses marrantes et d'autres moins. Bref, je me dis, je vais la défendre, cette dame. Elle n'était pas antipathique, elle était plutôt sympathique, elle avait des choses qui pouvaient être touchantes, etc. Bon, je la défends. Elle vient pas à l'audience, même j'arrive à récupérer un pouvoir, donc je la représente en son absence. J'obtiens une sanction tout à fait logique, c'est ce qu'on peut obtenir de mieux. Dans des cas similaires. Et puis derrière, je lui communique la décision, et puis c'est là où c'est parti en live, quoi. Elle m'écrit un mail incendiaire en me disant que j'étais collaborateur, etc. de l'État, corrompu, etc. Parce que je lui ai expliqué en fait dans la décision que c'était une décision qui, à mon avis, dont il ne fallait pas faire appel, quoi. Donc parce que j'avais dit qu'il ne fallait pas en faire appel, c'est que voilà. Puis après, j'ai pas eu d'autres ennuis. Enfin, cette recommandation a été mal reçue, oui. Mais bon, c'est des gens c'est compliqué à gérer parce qu'il faut qu'ils soient défendus, hein, il faut qu'ils aient un avocat, mais c'est vrai que de fait, assez fréquemment, derrière, c'est des problèmes aussi pour les avocats parce qu'ils ont des problèmes avec tout le monde, ils écrivent à votre bâtonnier, vous êtes obligé de répondre. Je veux dire, ces gens méritent d'être défendus, mais c'est très compliqué de les défendre. Et j'allais vous demander justement votre relation avec votre bâtonnier. Parce que c'est pas du tout la même chose, je pense, en province et à Paris. Et il se trouve que je suis quand même majoritairement écoutée à Paris, ce qui est normal parce que j'interviewe majoritairement des avocats parisiens. Donc du coup, voilà, une curiosité. Notre relation. Je ne sais pas, vous sentez comment votre intégration au barreau? Est-ce que vous participez à la vie du barreau? Alors moi, je ne suis pas membre d'instance ordinale. Hein. Je ne me suis jamais présenté à ces élections. Bâtonnat, c'est assez court. Hein. Ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, ça passe assez vite. Hein. Les bâtonniers, il y en a beaucoup à la fin. Donc ça dépend un peu de la pratique de chaque bâtonnier. Mais nous, on a une relation, deviennent bâtonniers des gens qui ne l'étaient pas avant, par définition, avec qui nous avions des relations parfois amicales, parfois pas amicales. Mais enfin, c'est pas... Je ne sais pas comment ça se passe à Paris, mais pour le coup, il n'y a pas de... en tout cas, moi, je ne perçois pas une hiérarchie ou quelque chose... voilà. Je ne vais pas dire que je parle à un bâtonnier comme je parle à un confrère à peu près... un autre confrère. Donc, quel type de relation on a avec Peut-être que je me suis mal exprimée et que plutôt que la relation avec le bâtonnier, je voulais dire la relation avec l'ordre et le barreau. Avec le barreau
l'institution ordinale et le barreau. Ouais. Ouais, alors nous on les voit. Alors le barreau en lui-même, donc nous on est un barreau de 300 à peu près. Je ne sais plus si on a un peu moins ou un peu plus actuellement. Euh, alors c'est une taille un peu intermédiaire, je trouve. Hein. Enfin intermédiaire pour les Parisiens, ils me diront non, c'est petit, tout court. Mais oui, mais il y a beaucoup de Parisiens qui s'intéressent pas du tout à leur ouais, vie de barreau. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas. Il y a des barreaux un peu plus petits dans les villes avoisinantes où pour le coup il y a quand même des relations, enfin je vais pas dire assez poussées entre tout le monde, mais on est quand même sur un noyau où tout le monde se connaît, etc. Nous à Poitiers, moi je connais pas tout le monde à Poitiers, hein, sur les 300 avocats, parce qu'il y en a que je ne vois jamais puisqu'ils ne font pas le même contentieux, que je ne suis pas les arrivées, les 10 arrivées nouvelles annuelles, donc je ne connais pas tout le monde dans le barreau de Poitiers. Néanmoins, sur le gros des avocats qui exercent en contentieux, on se connaît tous plutôt pas trop mal, alors de plus ou moins près. Voilà la relation avec le barreau, avec l'ordre. Alors l'ordre, c'est la gestion des permanences pour l'essentiel. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, la gestion des permanences, les dossiers d'aide juridictionnelle. Donc quelque chose d'assez pragmatique, quoi. Assez pragmatique, ouais. C'est ça, hein, c'est comme ça que je le vois. C'est un peu la gestion, quand même un peu la gestion des affaires courantes. Alors on a eu le mouvement de grève là en début d'année qui était un mouvement un peu particulier où pour le coup il y a une autre dimension. Sinon, ouais, c'est un peu les affaires courantes. Et puis, alors moi, je exerce en matière pénale, donc de temps en temps, j'ai eu le parquet qui avait se plaindre de moi, de la manière un peu trop virulente dont j'avais pu plaider un dossier. Donc, il venait pleurer auprès du bâtonnier qui m'écrit pour me dire ce que j'en pense. Et voilà. J'ai ça aussi à gérer de temps en temps. Et ça fait quoi ? Bon, ça fait quoi ? Alors moi j'ai toujours eu le sentiment d'être totalement dans mon rôle, totalement dans mon métier, c'est-à-dire avocat pénaliste, avocat de la défense, c'est pas une plante verte. Hein, quand il y a quelque chose, j'ai eu un problème récemment. Le procureur, non mais le procureur ment, dit quelque chose qui est objectivement faux. Alors, on peut le laisser dire. On peut le dire avec des pincettes en disant je ne suis pas d'accord avec vous, mais c'est pas je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que factuellement vous mentez. Voilà. C'est pas vrai. C'est pas vrai, je peux vous le prouver. Donc voilà. Donc très à l'aise avec ça, quoi. À l'aise, oui, mais enfin c'est jamais agréable. Hein. Attendez, c'est pas agréable. C'est pas agréable de devoir se justifier. Il y a toujours un risque qu'à un moment on puisse se dire bon, là ça commence à faire beaucoup. Bon, certes, il n'y a rien à chaque fois. Certes, à chaque fois tu es totalement dans ton rôle, mais au bout d'un moment, bon. Tu pourrais prendre ton rôle autrement. Au regard des relations qu'on entretient avec les magistrats, dont on essaye de faire en sorte qu'elles soient plutôt bonnes, il faudrait être un peu plus diplomate, etc. Voilà, il y a toujours cet aspect-là des choses. C'est jamais très agréable, mais je suis toujours assez serein là-dessus, moi. Parce que je pense exercer mon métier de la manière la plus honnête possible. Et comment vous voyez les années qui viennent ? Les années qui viennent, comment vous projetez ? De quoi est-ce que vous avez besoin ? A priori, quelques-unes. Ben oui, il en reste parce que vous êtes jeune quand même. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez à votre exercice ? Qu'est-ce que vous souhaitez à votre cabinet ? Moi, je ne me projette pas très loin. Je ne sais pas si c'est un tort, mais je me projette toujours. Je pense que je ferai ma vie dans ce métier. Hein. À peu près de la manière dont je l'exerce aujourd'hui, hein, c'est-à-dire à peu près avec le même type de contentieux, etc. Après, en essayant de se développer, hein, bien évidemment. Je ne vous ai pas demandé si vous aviez un collaborateur ou une collaboratrice. Non. Vous êtes seul ? Ça fait partie des éléments de réflexion. Voilà, comment on exerce. Après, il y a le Covid, il y a le post-Covid. Qu'est-ce qui est le mieux ? Vous voyez, j'ai une vraie interrogation. Hein. Qu'est-ce qui est le mieux ? Avoir une grosse structure lourde, nécessairement un peu lourde, ou est-ce qu'il vaut mieux privilégier un exercice un peu plus souple ? Certains disent le Covid s'est mieux passé pour les grosses structures, d'autres disent bon, moi j'avais une structure assez souple, j'avais peu de charges, donc finalement ça s'est pas trop mal passé. Il y a le numérique, la numérisation de plus en plus grande de notre métier, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Je sais pas encore quelle est la structure idéale, en tout cas dans mon domaine à moi, qui est un domaine quand même particulier, le droit pénal. Ou en tout cas en province pour le coup, on peut pas multiplier. Oui, il y a un intuitu personnel très fort. Oui, c'est toujours compliqué. Les clients prennent toujours mal le fait que vous soyez substitué par quelqu'un. C'est nécessaire à certains moments, parce que je ne peux pas être à deux endroits au même moment, surtout si je suis à l'autre bout de la France. Maintenant, ça, à mon avis, il faut que vous continuiez, vous, avocat, à plaider l'extrême majorité des dossiers. Donc après, il faut voir quel est le besoin, quelle est la façon dont vous pouvez vous organiser, ce que financièrement vous pouvez faire aussi.
Voilà, je suis en Donc réflexion. c'est en réflexion justement. Ouais, je suis en réflexion là-dessus. Voilà. Je sais pas, non, mais je veux dire en réflexion très générale. Je veux dire, c'est pas une réflexion qui débouchera sur quelque chose à très court terme, mais je sais pas quel est l'avenir de notre profession. Mais au-delà de votre profession, de vous, comment vous, enfin, je veux dire, si vous aviez un exercice idéal à dessiner, vous aimeriez avoir quelqu'un à vos côtés ou un associé, un collaborateur? Je sais pas. Vous voyez, je sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Ça pose des questions. Je sais pas. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, un peu à toutes les hypothèses. Okay. Une structure très lourde, non. Clairement. Je pense que c'est plus de problèmes qu'autre chose. Si on fait du droit des personnes, en droit des affaires, c'est autre chose, hein, mais si on fait du droit des personnes, je pense que c'est à éviter. Après, il y a des relations d'associés, combien tu rentres tous les mois, etc. Il y a une gestion où vous devenez plus chef d'entreprise qu'avocat, quoi. Moi, j'ai envie de rester avocat avant d'être chef d'entreprise. Après, mais déjà, rien que ça, c'est bien de le savoir. Ouais, non, mais ça, clairement. Après, quel est le mieux? Une structure à plusieurs associés et quelques collaborateurs, une structure individuelle avec un collaborateur ou pas. Non, mais il y a. C'est pas défini. C'est pas défini. Et quelle est votre dernière joie? Ma dernière joie, alors professionnelle en tout cas, c'est simple, parce que j'ai eu une décision vendredi dernier qui octroyait un placement sur surveillance électronique à un de mes clients. Alors ça n'a rien d'exceptionnel si vous voulez, mais j'attendais cette décision-là. Et je l'ai eu ce matin au téléphone parce qu'il n'en avait pas été informé. Donc il m'appelait depuis la cabine téléphonique de la prison, je précise, hein, et non pas d'un téléphone portable puisque c'est interdit, mais de la cabine. Donc je lui ai appris la décision, donc il était content et j'étais content. Voilà. C'est une jolie joie. Ouais. C'est une joie normale d'avocat. Enfin normale. C'est normal d'être joyeux quand on reçoit une décision favorable. Voilà. Non, finalement j'ai eu une petite joie. Et que portez-vous sous votre robe? Qu'est-ce que je porte sous ma robe? Alors, au sens premier, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez que je dise, en général une chemise. Peut-être une deuxième entrée à votre question. Pendant longtemps, ça c'est une petite anecdote, mais j'ai trouvé il y a quelques temps, j'ai une espèce de poche intérieure dans ma robe, ouais, dont j'ignorais l'existence, en tout cas je ne m'en rappelais plus. Et j'ai trouvé il y a quelques temps, je me disais c'est bizarre, c'est un peu raide. Et j'ai trouvé un petit bout de papier plié en je ne sais combien, et c'était des très vieilles notes de plaidoirie. Ça devait faire 8 ans que j'avais ça dans ma robe, sans m'en apercevoir. Donc j'avais ce truc qui était complètement... voilà. Donc j'ai trouvé ça. Oui. Donc j'avais ça sous ma robe, dans la petite poche intérieure de ma robe. La relique. J'avais complètement oublié l'existence de cette poche. Après, dans un sens peut-être un peu plus imagé, qu'est-ce que je porte sous ma robe? J'essaye de porter des valeurs. En tout cas, j'essaye de porter haut des valeurs et une vraie conviction. C'est ça votre valeur principale? Cette conviction? Mes valeurs, c'est d'essayer d'être droit, honnête intellectuellement dans mon métier, essayer de défendre les gens avec le plus de sincérité et de conviction possible. Pas de tartufferie, quoi, en quelque sorte. J'essaye de dire et de plaider uniquement ce que je pense. Très bien, merci beaucoup. Merci.